Et si le premier contact extraterrestre avait déjà eu lieu, sans message, sans échange, sans déclaration de guerre et sans révélation? Et si nous n'avions rien compris parce qu'il n'y avait en réalité rien à comprendre? En 1970, deux auteurs soviétiques imaginent une idée folle. Des extraterrestres sont brièvement passés sur Terre, puis sont repartis, laissant derrière eux des objets incompréhensibles et mortels. Des restes, comme des déchets laissés après un pique-nique sur le bord d'un chemin. Ce roman s'appelle Pique-nique au bord du chemin, justement, et il va profondément transformer la science-fiction. Hello Nixonautes, bienvenue sur ma chaîne pour cette chronique au sujet d'une histoire qui a renversé la science-fiction et inspiré un film et une série de jeux vidéo. Que se passe-t-il quand deux frères décident d'écrire une histoire en dehors du modèle héroïque de l'humanité? C'est ce qu'on va voir tout de suite, direction la ville d'Armont. On ne sait pas exactement comment sont arrivés les visiteurs, ni pourquoi, ni combien de temps ils sont restés. On sait seulement qu'un jour, quelque chose est passé. Il n'y a pas eu d'invasion, pas de contact, mais juste un passage. Après leur départ, le monde a continué de tourner, mais à certains endroits précis, plus rien n'a jamais été pareil. On a appelé ces lieux des zones, des portions de territoire clôturées, encerclées par des barbelés, gardées par des soldats et scrutées par des scientifiques. Personne ne sait vraiment ce qui s'y trouve, seulement que ces endroits tuent, pas toujours, pas immédiatement, et pas toujours de la même manière. Dans la zone, le sol peut sembler normal jusqu'à ce qu'il cesse de l'être. Un pas de trop et l'espace se déforme, le corps disparaît. Un objet abandonné peut défier toute logique connue. Un simple boulon lancé devant soi peut devenir une question de vie ou de mort. Parce que dans la zone, les lois que nous connaissons ne s'appliquent plus. Ou peut-être qu'elles n'ont jamais été écrites pour nous. Officiellement, personne n'a le droit d'entrer dans la zone, officiellement. Mais très vite, des hommes commencent à s'y glisser, la nuit, en silence. On les appelle des stalkers. Ils ne sont ni scientifiques, ni explorateurs, ni héros, ce sont des passeurs, des contrebandiers, des survivants qui entrent dans la zone parce qu'ils n'ont rien d'autre pour survivre. Ils connaissent les chemins, ou du moins ce qu'il en reste. Ils avancent lentement, lancent des écrous, des boulons et scrutent l'invisible. Ils savent que la zone ne pardonne pas l'erreur, mais ils y retournent quand même, bravant la peur. Parce qu'au cœur de la zone, il y a des objets, des artefacts. Personne ne sait à quoi ils servent réellement, mais certains produisent de l'énergie, d'autres semblent défier la gravité, d'autres tuent. Ils sont revendus au marché noir, achetés par des gouvernements et étudiés par des laboratoires. Ils promettent le progrès, ils promettent des miracles, mais chaque artefact arraché à la zone laisse quelque chose derrière lui. Un corps, une vie brisée, une frontière franchie de plus. Parmi les stalkers, il y a un homme, Redrick Schwar. Red n'est pas un aventurier, il ne rêve pas de comprendre la zone, il veut juste survivre. Chaque incursion l'épuise un peu plus. La zone marque les corps, elle marque les esprits, elle s'infiltre dans les vies privées, dans les relations et entre les générations. Les autorités observent, les scientifiques théorisent et les militaires surveillent, mais personne ne comprend vraiment. Les artefacts ramenés de la zone trouvent parfois une utilité, comme les batteries ETAC utilisées dans les voitures, sans pour autant que l'on connaisse leur utilité réelle ou les secrets de leur fabrication. Et peu à peu, une idée commence à émerger, terrible dans sa simplicité, à savoir que ce que l'on trouve dans la zone n'est pas un message, pas un avertissement et pas une arme non plus. Ce sont des restes. Quelque chose laissé là sans intention, sans attention et sans considération. Comme après un pique-nique au bord du chemin. Et si c'était là le premier contact, simplement la preuve brutale que l'humanité n'était même pas digne d'une conversation. Le roman est écrit par Arkady Strugatsky et Boris Strugatsky, deux frères qui vont devenir des figures majeures de la science-fiction soviétique. Dans les années 60 et 70, l'ASF occidentale, surtout américaine, est dominée par l'exploration, la conquête spatiale, le progrès et les civilisations avancées. La science-fiction soviétique, elle, se méfie de l'héroïsme, se méfie du progrès et surtout se méfie de l'idée que l'humanité serait le centre de l'univers. Les Strugatsky écrivent une SF du doute, de l'échec et de la désillusion. Pique-nique au bord du chemin n'est pas une histoire de victoire, c'est une histoire de reste.
Le roman n'a pas été un succès immédiat derrière le rideau de fer. Écrit en 1971 et publié pour la première fois en 1972 en Union soviétique, il a néanmoins connu des conflits éditoriaux parce que la science-fiction était souvent considérée comme une littérature mineure ou destinée à la jeunesse, et que les éditeurs soviétiques rechignaient devant sa violence, sa rudesse et son approche peu conventionnelle de la SF. Des retards supplémentaires ont été causés par des procédures de censure et de révision qui reflétaient surtout une incompréhension du texte. Les frères Strugatsky inventent également un mot devenu mythique, stalker. Ils l'empruntent à l'anglais to stalk, qui signifie s'approcher furtivement, et le préfèrent à des termes comme trapper, qui ne correspondent pas à leur vision. Le stalker n'est pas un chasseur, ce n'est pas un conquérant, c'est quelqu'un qui avance prudemment dans un environnement qui n'est pas fait pour lui. L'idée centrale de Pique-nique au bord du chemin est d'une simplicité presque dérangeante. Des extraterrestres sont passés sur Terre, ils n'ont pas cherché à communiquer, ils ne se sont pas intéressés à l'humanité, ils ne nous ont ni observés, ni jugés, ni évalués. Ils sont simplement repartis. Ce premier contact, si l'on peut dire, n'a rien d'un événement fondateur. Il n'a rien d'une rencontre, c'est un passage, une étape, un accident de trajectoire. Et ce qu'ils ont laissé derrière eux est à peu près aussi compréhensible pour nous qu'un briquet abandonné sur le sol le serait pour un insecte. Dans le roman, cette idée est formulée très clairement par un personnage. L'humanité n'est pas la cible du contact, elle n'est pas le sujet, elle n'est même pas un interlocuteur possible, elle est un dommage collatéral. Les extraterrestres n'ont pas envahi la Terre, ils n'ont pas cherché à la conquérir, ils n'ont pas tenté de nous asservir, ni de nous éclairer. Ils ont pique-niqué, ils ont laissé leurs déchets et nous vivons autour. Cette métaphore du pique-nique est essentielle parce qu'elle inverse totalement notre manière habituelle de penser la science-fiction. Dans la plupart des récits de premier contact, les extraterrestres viennent pour nous étudier, pour nous juger, pour nous détruire ou nous sauver. Ici, non. L'humanité n'est même pas digne d'une intention. Elle est juste hors sujet. Les objets laissés dans les zones ne sont pas des cadeaux, ils ne sont pas des messages, ils ne sont pas des artefacts sacrés. Ce sont des résidus, des objets dont la fonctionnalité réelle nous échappe complètement parce qu'ils ont été conçus dans un cadre qui dépasse infiniment notre compréhension. Nous tentons de les utiliser, de les analyser, de leur donner un sens. Mais ce sens est toujours reconstruit après coup, à partir de notre propre logique humaine. Exactement comme un animal pourrait tenter de comprendre une bouteille en plastique ou une montre cassée. Et c'est là que le roman devient profondément dérangeant, parce qu'il ne nous dit pas que les extraterrestres sont hostiles, il ne nous dit pas qu'ils sont supérieurs, il ne nous dit même pas qu'ils sont indifférents par choix. Il suggère quelque chose de plus radical encore. Ils sont indifférents à nous. Nous ne sommes pas dans leur champ de perception. Cette idée détruit d'un seul coup toute la mythologie classique du premier contact. Il n'y a pas de message caché à déchiffrer, pas de sagesse supérieure à recevoir, pas de transcendance à atteindre. Il n'y a pas de révélation, il n'y a que le silence. Et ce silence est peut-être la chose la plus terrifiante que la science-fiction puisse nous proposer, parce qu'il nous force à envisager une possibilité rarement acceptée, celle que l'univers n'a aucune raison de nous reconnaître, un univers dans lequel l'humanité n'est ni centrale, ni exceptionnelle, ni nécessaire, juste présente, par hasard. Le concept du pique-nique ne parle donc pas seulement d'extraterrestres, il parle de nous, de notre besoin obsessionnel de sens, de notre besoin d'être regardé, de notre besoin d'être important et de la violence que produit cette frustration lorsque le monde ou l'univers ne répond pas. Dans Pique-nique au bord du chemin, le véritable choc n'est pas technologique, il est existentiel. Ce n'est pas la découverte des artefacts qui bouleverse l'humanité, même si on perçoit cette attente, mais c'est la découverte qu'elle n'était même pas invitée. L'humanité donc. L'humanité n'était pas invitée. Oh, ça rime. Après le passage des extraterrestres, des zones apparaissent sur Terre, des lieux strictement interdits, cloisonnés par l'armée, étudiés par des scientifiques. Mais ces zones ne sont pas simplement dangereuses, elles sont étrangères. Les lois de la physique y sont instables. Tout peut tuer sans prévenir. L'air peut être mortel, des objets défient toute compréhension humaine, et dans le livre, on ne nous en dit que les surnoms donnés par les humains, les creuses, les batteries étaques ou encore les calvicides moustiques. Rien ne nous éclaire
clair sur leur fonction d'origine ni sur leur conception. Mais surtout, la zone ne cherche pas à nous nuire, elle existe. C'est peut-être ça le plus perturbant, la zone n'est pas hostile, elle est indifférente. Les pièges qu'elle contient ne sont pas des défenses, ce sont des résidus. Ce que nous appelons anomalies ne sont que des effets secondaires d'une technologie qui n'a jamais été pensée pour nous. Ce sont les conséquences d'une pollution extraterrestre. La zone n'est pas un ennemi, c'est un environnement dans lequel l'humain n'a rien à faire. Malgré les interdictions, certains hommes pénètrent illégalement dans les zones. On les appelle des stalkers. Ils n'y vont pas pour explorer, ils n'y vont pas pour comprendre, ils y vont pour survivre en récupérant des artefacts qu'ils revendent au marché noir au péril de leur vie. Le personnage principal du roman, Red Rickshawar, n'est ni un héros, ni un élu, ni un explorateur visionnaire. C'est un homme brisé. Chaque passage dans la zone le détruit un peu plus physiquement, psychologiquement et moralement. La zone ne donne pas du pouvoir, elle prélève un prix. Et ce prix est toujours plus élevé que ce que l'on pensait pouvoir payer. La petite fille de Red est née différente des autres enfants. Elle a muté. Un grand nombre de ses connaissances ont péri dans la zone. Les morts reviennent sortant de leur tombe. Un peu comme dans une idée dévoyée du cosmisme, un courant sur lequel j'ai fait une vidéo. Dans le cosmisme, il est sujet d'une résurrection des morts grâce à la science. Ici, cette science est incompréhensible et liée à des déchets simplement abandonnés ou oubliés lors du départ. Le milieu des stalkers est dur et sans pitié. Certains se servent des autres pour survivre, envoyant leurs confrères à la mort pour éviter le pire. Les stalkers risquent la prison. Les acheteurs du marché noir sont intransigeants. Mais l'appât du gain, à savoir l'argent, reste le plus fort. Red veut échapper à la misère sociale. Plus que ça, il veut s'absoudre de tout besoin financier. Comme il le dit lui-même, il veut le luxe de ne pas avoir à penser à l'argent. Red est un stalker aguerri. Il a appris à survivre dans la zone, mais malgré ses savoirs, il n'est jamais à l'abri du pire et les nouveaux qu'il guide à travers le danger peuvent eux-mêmes devenir le danger. Il suffit de ne pas écouter ce que dit Red une seconde pour que le pire survienne. Avec Pique-Nique au bord du chemin, on est dans une science-fiction sans promesse ni espoir. Dans Pique-Nique au bord du chemin, la science ne sauve pas, elle observe, elle mesure, elle classe, elle donne des noms, mais elle ne comprend pas. Les scientifiques étudient les zones avec les outils dont ils disposent, des instruments, des protocoles et des théories. Ils accumulent des données, dressent des catalogues d'artefacts, tentent d'établir des lois, des régularités. Et pourtant, malgré cette accumulation de savoir, le cœur du phénomène leur échappe. Les artefacts sont utilisés parfois avec succès et souvent avec des conséquences imprévues. Certains produisent de l'énergie, d'autres semblent défier la gravité, d'autres encore provoquent des mutations, des maladies ou des morts inexplicables. Mais leur fonction réelle demeure inconnue. Ils sont manipulés non pas parce qu'ils sont compris, mais parce qu'ils fonctionnent, au moins partiellement. Et c'est là que le roman opère un glissement fondamental. L'usage précède la compréhension. Dans Pique-Nique au bord du chemin, le progrès n'est plus une promesse, il devient un mirage. Chaque avancée technologique apporte son lot de bénéfices, mais aussi de catastrophes. Chaque découverte ouvre de nouvelles possibilités, tout en créant de nouveaux dangers. Le progrès n'est plus linéaire, il n'est plus émancipateur, il est ambigu, instable et profondément irresponsable. Les institutions scientifiques et politiques ne cherchent pas tant à comprendre la zone qu'à l'exploiter. Les artefacts deviennent des ressources et des promesses de découverte révolutionnaires, des objets de pouvoir, des leviers économiques et militaires. La connaissance cesse d'être une quête de sens, elle devient un outil. Et dans ce cadre, la question morale passe systématiquement au second plan. Le roman pose alors des questions fondamentales, simples en apparence, mais primordiales dans leurs implications. À savoir, que vaut la connaissance lorsqu'elle dépasse totalement notre capacité morale et intellectuelle à l'assumer ? Et à quoi sert le savoir s'il ne peut être intégré ni éthiquement ni humainement ? Dans l'univers du roman, la science ne protège pas l'humanité de la zone, elle l'expose davantage. Parce qu'en croyant comprendre, elle encourage l'audace, l'expérimentation, la prise de risque. Et chaque tentative de maîtrise rapproche un peu plus l'humain d'un seuil qu'il ne peut pas franchir sans se perdre. La zone agit comme un révélateur brutal des limites de la pensée scientifique. Non pas parce que la science serait inutile, mais parce qu'elle est fondamentalement humaine.
Elle repose sur nos cadres de pensée, nos catégories et nos valeurs. Or, la zone, comme les extraterrestres qui l'ont engendrée, n'obéit à aucun de ces cadres. Et c'est ici que surgit la question la plus dérangeante du roman. Avons-nous seulement le droit d'utiliser ce que nous ne comprenons pas ? Et finalement, cette utilisation est-elle déjà en soi une forme de violence ? Dans Pique-nique au bord du chemin, la science ne conduit pas à la sagesse. Elle révèle au contraire notre incapacité à renoncer, notre besoin irrépressible d'utiliser, d'exploiter, de tirer du profit, même lorsque le prix à payer est manifestement trop élevé. En 1979, le réalisateur Andreï Tarkovski propose une adaptation libre de Pique-nique au bord du chemin. Le film Stalker ne raconte pas exactement la même histoire. Il ne reprend ni la structure du roman, ni ses enjeux sociaux, ni son rapport frontal à la misère et à la contrebande. Mais il en conserve l'essence la plus profonde, la zone. Dans le film, la zone est un territoire interdit, surveillé par les autorités, dont on ignore l'origine exacte. On dit qu'elle est dangereuse, instable, imprévisible et surtout qu'en son centre se trouve un lieu mythique, la chambre. Un endroit capable d'exaucer le désir le plus profond de celui qui y pénètre. Un homme appelé le Stalker guide clandestinement des visiteurs à travers la zone. Il connaît ses chemins ou du moins ce qu'il en reste. Il ne prétend jamais la comprendre, mais il la respecte. Ce jour-là, il accompagne deux hommes, un écrivain désabusé, cynique, en panne d'inspiration, et un professeur rationnel, scientifique et obsédé par le contrôle. Ensemble, ils traversent la zone. Dans Stalker, la zone ne se manifeste presque jamais de façon spectaculaire. Il n'y a pas de monstres, pas d'explosions, pas d'attaques visibles. Le danger est ailleurs, il est intérieur. À mesure qu'ils avancent, les personnages ne sont pas confrontés à ce qu'est la zone, mais à ce qu'ils sont eux. Arrivés aux portes de la chambre, eh bien, je te laisse découvrir ça. Le lien est en description. Mais en gros, entrer, c'est accepter de se voir sans masque. Ah ! Ça va, c'est moi. C'est ici que la différence entre le roman et le film devient essentielle. Dans Pique-nique au bord du chemin, la zone est un résidu technologique, un reste abandonné, un espace hostile par indifférence. Elle révèle la petitesse de l'humanité dans un univers qui ne la regarde pas. Chez Tarkovski, cette zone devient un espace spirituel. Il ne met pas l'humanité face à son insignifiance cosmique, mais face à sa vacuité intérieure. Là où le roman est dur, social, presque cynique, le film est lent, mystique et contemplatif. Là où les Strugatsky parlent de survie, Tarkovski parle de foi en soi. Et là où le roman montre des hommes qui exploitent la zone malgré ses dangers, le film montre des hommes terrifiés à l'idée de ce qu'ils pourraient y découvrir sur eux-mêmes. Et pourtant, malgré ces différences profondes, les deux œuvres se rejoignent sur une intuition fondamentale, à savoir que la zone ne révèle pas ce qu'elle est, elle révèle ce que nous sommes, nos désirs, nos peurs, nos limites et notre incapacité à maîtriser ce qui nous dépasse. Dans le roman comme dans le film, la zone n'est pas un lieu à conquérir, ce n'est pas un territoire à dominer, c'est un miroir. Et ce miroir, qu'il soit technologique ou spirituel, ne renvoie jamais une image rassurante. La série de jeux vidéo Stalker, développée par le studio ukrainien GSC Game World, transpose l'idée de la zone dans un cadre radicalement différent de celui du roman ou du film. Ici, la zone est située autour de Tchernobyl, dans une réalité alternative après une catastrophe inexpliquée qui a profondément altéré la réalité. Le monde est ravagé, instable, peuplé d'anomalies mortelles, de créatures mutantes et de factions humaines en lutte permanente. Alors, je n'y ai pas joué, mais d'après ce que j'ai trouvé, le premier jeu, Shadow of Chernobyl, place le joueur dans la peau d'un stalker amnésique connu sous le nom de Le Tatoué. Il se réveille dans la zone avec une mission gravée dans son esprit, ou plutôt sur son pad, tuer Strelok. Au fil de son exploration, le joueur découvre une zone hostile, où chaque déplacement est un danger, où la survie dépend autant de la prudence que de la compréhension progressive de l'environnement. Vient ensuite Clear Sky, qui est une préquelle. Le jeu explore les origines des événements de Shadow of Chernobyl. On y découvre que la zone réagit violemment aux tentatives humaines de la stabiliser. Le troisième opus est Call of Pripyat. Le joueur incarne un agent gouvernemental chargé d'enquêter sur des missions militaires ratées dans la zone. La zone apparaît moins comme un champ de bataille et davantage comme un monde mourant.
Contrairement au roman des Strugatsky ou au film de Tarkovsky, la zone des jeux Stalker a une origine humaine. Elle est le résultat d'expériences scientifiques. Le mystère cosmique du pique-nique extraterrestre devient ici un désastre anthropique. Mais l'héritage est clair. Les jeux Stalker ne sont pas une adaptation fidèle du roman ni du film. Ils sont une réinterprétation moderne, plus brutale, plus ludique, mais profondément marquée par la même idée centrale. La zone n'est pas faite pour nous. Et chaque tentative de la comprendre ou de l'exploiter ou encore de la dominer a un prix. L'influence du roman est immense. On la retrouve dans les jeux Stalker, les univers post-apocalyptiques modernes, des œuvres comme Annihilation, bref, toute la SF qui met en scène des lieux incompréhensibles et hostiles par indifférence. Chaque fois que la science-fiction renonce à expliquer, chaque fois qu'elle accepte le mystère sans résolution, Pique-nique au bord du chemin est là, en filigrane. C'est un livre de 282 pages qui est découpé en 4 chapitres ou parties. L'histoire se déroule sur plusieurs années. Les auteurs ne s'encombrent pas d'exposition et les descriptions physiques autant que celles liées à une dimension plus intérieure sont vraiment grinçantes. Il y a aussi un changement de perspective qui peut être déroutant après le premier chapitre ou partie. La plume des frères Strugatsky est cinglante et sans concession. Et puis, il y a la zone. La zone qui ne parle pas, qui n'enseigne rien et qui ne promet rien. Et c'est précisément ce qui la rend si terrifiante. Pique-nique au bord du chemin nous rappelle une chose essentielle. L'univers n'a aucune obligation de nous comprendre, ni de nous inclure, ni de nous ménager. Nous ne sommes peut-être pas les héros de l'histoire, peut-être même pas les protagonistes, peut-être seulement ceux qui passent après et tentent de survivre parmi les restes. C'est tout pour cette chronique. Si tu as lu ce livre, partage tes impressions en commentaire. Je suis curieuse de savoir ce que tu en as pensé. Et si tu ne l'as pas lu, est-ce que ce roman te donne envie de le lire ? En tout cas, si tu es toujours là, c'est que tu as passé un bon moment. Ou que tu t'es endormi ? Message subliminal, abonne-toi, active la cloche et like la vidéo. Nous sommes maintenant plus de 2000 à bord. Merci infiniment et merci à l'accueil fait aux vidéos sur Asimov, Clarke et Silverberg. Merci beaucoup. À bientôt. D'ici là, n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?